Je vais encore revenir aux craintes et aux fantasmes. Vous allez croire que c'est ma marotte et c'est un peu le cas. Mais les développements de l'intelligence artificielle, on en a déjà parlé, suscitent des craintes. Et l'une des plus répandues d'entre elles consiste à penser que les robots vont nous remplacer au travail. Un peu comme dans une scène assez mythique du film Total Recall. Hello, I'm Johnny Cat. Where can I take you tonight? Drive! Would you please repeat the destination? Oh, anywhere, just go! Go! Please state a street and number. Shit! I'm not familiar with that address. Would you please repeat the destination? Alors évidemment, quand on rencontre Arnold Schwarzenegger qui est très énervé, le robot s'en sort pas très bien. Vous n'avez pas les images, mais vous vous doutez de la manière dont ça se passe pour ce pauvre Johnny Cap. Donc c'est un chauffeur de taxi que Arnold essaye de prendre pour fuir. Et puis le chauffeur ne comprend absolument pas la destination, puisque Arnold Schwarzenegger se contente de dire « shit » avec ce merveilleux accent autrichien que je n'arrive pas à faire malgré mes origines alsacienne, pardon. Donc cette peur, cette crainte, pardon, de la transformation de nos métiers et du fait que les robots arrivent et nous les piquent, c'est pas seulement Arnold Schwarzenegger et c'est pas seulement mes petites obsessions. Cet été, le Parisien faisait notamment sa couverture sur les 5 métiers les plus menacés par la technologie. C'était d'ailleurs un rapport d'un think tank qui régulièrement, plusieurs rapports évoquent le fait que plus d'un tiers des emplois, et c'est le niveau le plus faible, serait menacé par l'automatisation. Alors, quelle réponse votre expérience sur ces sujets-là peut apporter pour apaiser ces craintes-là ? Je me tourne vers vous, puisque vous êtes en contact régulier avec des gens à qui vous dites « utilisez l'intelligence artificielle, ça va être super ». Allons-y, ça va bien se passer. Oui, on en a parlé, c'est une crainte pour les conseillers, mais vous l'avez dit tout à l'heure aussi, tous les métiers peuvent être touchés par ces évolutions. Plus on travaille sur l'intelligence artificielle, plus on a l'impression que, certes, les métiers vont évoluer, il va y avoir des nouvelles compétences, il va y avoir un certain nombre de tâches peut-être rébarbatives qui vont être automatisables et qui vont être faites par des automates. Il y a des tâches nouvelles, on parlait tout à l'heure de l'entraînement des robots, ça c'est une tâche nouvelle qui va émerger. À ce stade, je ne pense pas que les métiers disparaissent. En fait, il y a une petite partie des tâches qui sont entièrement automatisables. Alors dans les métiers que je connais, ça peut être par exemple un client qui nous donne son index par téléphone ou un client qui veut un duplicata de facture. Là-dessus, on peut imaginer qu'on ait un robot conversationnel qui comprend, qui demande « vous êtes qui, monsieur machin ?» Je comprends, je vais parler à un automate derrière qui va faire le duplicata de facture, qui va l'envoyer par mail. Donc on a 1 ou 2 cas d'usage comme ça, mais au final, ils sont assez minoritaires. Dans la plupart des cas d'usage, on vient aider le conseiller. C'est un petit peu comme le médecin, en fait. On ne va pas avoir un robot qui va opérer, mais on va avoir un médecin qui va avoir en temps réel toutes les informations pour prendre la bonne décision. Alors dans notre métier, c'est un peu pareil, avec pas les mêmes risques, pas les mêmes impacts, comme on disait tout à l'heure. Le conseiller a son client au téléphone, il essaie de traiter comme aujourd'hui le mieux possible sa question, son problème, et en plus on lui dit ce client-là en fait il a le projet de faire des travaux, on peut peut-être lui parler de ci, ce qui l'intéresse là maintenant tout de suite ce serait ça. Et donc je suis capable de lui passer le bon message au bon moment. Je suis capable aussi d'anticiper si le client a une réclamation en cours, c'est pas mal une fois que je sais que c'est monsieur machin qu'on me dit attention il a une réclame en cours. C'est sans doute pour ça qu'il m'appelle. Donc ça va me faire gagner du temps. On va directement m'ouvrir. Mais ça reste quand même, il y a un contact humain qui permet de traiter la demande, de parler, d'échanger. Et ça, je pense que dans bon nombre de cas, c'est indispensable. Mais ça va devenir peut-être plus percutant. Peut-être que toute cette phase d'identification du client, elle pourrait être automatisée. D'accord. Et David, sur cette question sur cette crainte potentielle, j'aimerais faire 2 petites réponses parce que j'ai 2 réponses contradictoires. Nous, dans ce qu'on fait, clairement, on ne remplace pas le marketeur. Dans le marketing digital, de toute façon, le problème est tellement complexe, il y a tellement de données dans tous les sens que le métier de marketeur est devenu quasiment impossible. Et avoir un assistant intelligent comme ce qu'on fait, ça ne le prive pas de son métier, au contraire, ça lui permet de bien faire son métier. Maintenant, si je disais que je suis optimiste sur les problématiques de chômage qui vont être créées par l'intelligence artificielle, je serais de totalement mauvaise foi. Moi, je trouve ça une menace très sérieuse. L'exemple le plus simple et le plus évident, c'est la voiture automatique. Personnellement, je suis convaincu que non seulement dans 20 ans ou 25 ou 30 ans, il y aura des voitures automatiques partout, mais je suis convaincu qu'il y aura plein d'endroits où les humains n'auront pas le droit de conduire, parce qu'on se rendra compte qu'une fois que les trucs sont bien calibrés, avec les voitures sans pilote, il n'y a plus d'accidents, il n'y a plus d'embouteillages, il y a 3 fois moins de pollution. Et cette promesse-là, elle est tellement irrésistible qu'on ne pourra pas dire non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a des millions de gens, que ce soit leur métier, si c'est les chauffeurs routiers, ou que ça fasse partie de leur quotidien et que pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de prendre des rendez-vous. Donc ils ont une secrétaire pour prendre des rendez-vous. Il y a des millions de gens
qui vont se retrouver désœuvrés de ces heures correspondantes et qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Et je ne pense pas que ce soit un sujet technologique, c'est un sujet social profond. Comment on forme les gens pour qu'ils trouvent d'autres choses, comment on redistribue la richesse, comment il n'y a pas des méga capitalisations pour quelqu'un qui maîtrise telle ou telle technologie. Je pense que c'est des sujets très sérieux qui ne vont pas se régler du jour au lendemain, mais qu'il faut prendre de façon très sérieuse politiquement. Tout comme la disruption Internet à l'époque a fait disparaître certains métiers en créant d'autres. Je pense qu'on peut aussi prendre cet élément de comparaison à une échelle beaucoup plus grande. Sur cette question, Marie-Caroline Alors, sur cette question, moi je suis plutôt d'un naturel optimiste. Mais voilà, c'est ma nature. Alors, sans vouloir faire de comparaison avec le Parisien, il y a une étude intéressante du World Economic Forum qui a été publiée la semaine dernière qui prétend, je n'ai pas lu en détail, que l'IA va quand même créer 2 fois plus de jobs que ce que ça va détruire. Alors oui, il y a souvent des études contradictoires, tout dépend de l'échelle. On entend quand même un peu temps, tout et n'importe quoi. Je pense qu'en 2050, on ne sera pas là pour faire les comptes. Toujours est-il qu'on voit quand même déjà des nouveaux métiers apparaître. Et puis je pense que l'humain aura quand même un rôle qu'on ne pourra jamais lui enlever. Je veux dire, tout ce qui est autour des émotions, autour de la dextérité manuelle, autour de l'accompagnement, par exemple des personnes âgées, autour du sentiment, de l'empathie, de l'amour. Ces choses-là vont rester et pour moi, sont amenées à se développer. Il ne faut pas qu'on raisonne comme si la quantité de travail sur Terre était limitée et que quand des robots en prennent, on n'a plus de travail. On va faire autre chose. Si vous avez un robot qui tond votre pelouse, vous allez mieux vous occuper de vos roses. Donc il faut, je pense, réfléchir aussi à tout ce qui demain va être possible de faire et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je peux compléter parce qu'en fait, je pense que nos 2 réponses sont pas si contradictoires que ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que cet enjeu d'éducation, finalement, c'est les soft skills qui deviennent de plus en plus importants. Mais la transition où des millions et des millions de gens sont habitués à une façon de travailler totalement différente, cette transition, elle ne va pas être facile. Elle va être douloureuse pour des gens. Et il faut réfléchir à comment on l'amène. Mais effectivement, c'est ça la transformation en question. Alors on a évoqué effectivement, enfin on évoque l'avenir quand on évoque l'intelligence artificielle évidemment. J'aimerais simplement poser une dernière question autour d'un petit exercice de prospective, ce qu'on aime bien faire chez Ouzbek Erika et ce que n'aiment pas faire généralement les gens. Donc je vais vous y pousser. Nos interlocuteurs généralement prennent plein de pincettes, mais ce sera quoi l'intelligence artificielle? On a parlé de 2030, de 2050. C'est quoi les étapes à franchir encore, tant au sein de nos entreprises que globalement, puisqu'on a parlé là de l'impact que ça pouvait avoir sur la société, etc. Et qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet? Non, moi je ne suis pas data scientist, je ne suis pas technicienne, mais je m'imagine dans l'avenir et je pense qu'aujourd'hui l'IA n'est pas encore très interconnectée à l'humain. Donc on commence à voir, Amazon a fait une expérimentation d'un livreur, de celui qui prépare les paquets avec un exosquelette connecté, des trucs super. Et je me dis demain, peut-être les expérimentations d'Elon Musk pour connecter l'esprit à l'action avec Neuralink, il y a des choses en cours chez Facebook aussi. Moi j'imagine ça, c'est-à-dire un rapprochement, sans aller jusqu'à une fusion, mais un rapprochement quand même entre l'IA qui aujourd'hui est quand même du code et la techno en fait qui va autour. Et l'humain effectivement comme vous le disiez. Mais est-ce que c'est la prochaine étape pour Tiny Clues? Est-ce que vous allez sortir du marketing pour arriver dans l'amour? Non, je pense que quand on choisit une voie comme ça, il faut s'y tenir parce qu'à un moment donné, ça devient notre métier. Peut-être que je suis convaincu que dans mon équipe, il y a des data scientists et des ingénieurs qui dans 20 ans ou 30 ans travailleront sur des sujets complètement différents. En termes de prospective, je peux poser 2 petites énigmes éthiques au public pour un peu réfléchir à ces sujets. On n'est tous pas très confort avec la vidéosurveillance, etc. On ne trouve pas ça génial de mettre des caméras partout. Mais le jour où une caméra sera capable de dire là, il y a un viol en train d'être commis automatiquement, est-ce qu'on ne sera pas amené à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça? Du même genre, respect de la vie privée. Qu'est-ce qu'on fait le jour où en fait on se rend compte qu'on est vraiment capable de valoriser simultanément l'ensemble des génomes de tous les humains avec leur parcours de vie et leurs maladies et qu'on a une espèce de méga-base? Comment on aborde ces questions-là? Et on va être confronté à ces questions-là, c'est quand même assez fascinant et il y a clairement des bonnes choses à faire, il y a potentiellement des choses terribles à faire. Je ne sais pas exactement, moi je suis aussi optimiste. Je pense qu'il y a des choses, en tout cas c'est extrêmement excitant.
mais il faut qu'on soit intelligent dans la façon d'utiliser. Et rester optimiste, donc c'est un bon credo. Je pense qu'il va y avoir des jobs d'éthique de l'IA, qui vont réfléchir à ces sujets-là et qui sont à créer et qui n'existent pas aujourd'hui. Alors Mélanica, sur cette question sur cette projection et ces questions de... La question sur type le meilleur des mondes fait quand même un petit peu peur. J'espère qu'on ne sera pas dans le meilleur des mondes dans 50 ans. Après, on peut imaginer, si on poursuit un petit peu, qu'on sera un petit peu, comme vous disiez, des humains augmentés. Peut-être qu'on pourra tout simplement parler toutes les langues, se comprendre tous sans avoir besoin d'apprendre. Ça, je pense qu'on n'en est pas très loin. Voilà, on n'est pas loin. On pourra voir tout un tas de choses. Donc, on aura des sens augmentés, mais on gardera quand même ce qui fait notre humanité, j'espère. Que ce ne sera pas un changement radical, quoi, qu'on va avoir... on va avoir des nouvelles possibilités qui vont nous accompagner. C'est une jolie conclusion de garder notre humanité. Moi, je refermerai bien cette parenthèse là-dessus, à moins que vous ayez cette émission là-dessus, à moins que vous ayez des choses à rajouter, ou que vous, dans le public, ayez des questions à poser à nos intervenants. Si tel est le cas, je vous prierai de bien vouloir vous présenter avant de poser vos questions à nos 3 intervenants, ou à l'un d'entre eux précisément, si vous avez envie d'en savoir plus sur les travaux des uns et des autres. Et si vous n'avez pas de questions, c'est terrifiant. Moi, j'en ai plein d'autres, mais je les poserai plus tard. Non, pas de questions dans la salle. Je sentais une forme de dissipation et un appel de la suite de la soirée. C'est bien ça qui est en train de se passer. Ah, quand même, une question. Super. Merci beaucoup. Comment on explique l'IA aux enfants? Comment on les accompagne? Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Ouais, parce que vous n'étiez pas sonorisé. Comment on explique l'IA aux enfants et comment on les accompagne dans cette transition? Parce que les adultes, on y est. On parlait de 2050 tout à l'heure. Tout à fait. Et des générations futures. Donc ça, c'est une excellente question. Comment on fait? Je vais essayer de répondre en 2 mots. Pour expliquer l'IA à des enfants ou même à des plus grands, pour essayer de comprendre, je leur parle du marché de Padipado. Vous connaissez le marché de Padipado? Alors, c'est un jeu où on doit dire... J'explique. C'est un jeu, on peut jouer avec ses enfants et on leur dit, voilà, je suis allée au marché et j'ai acheté. Et puis là, on propose plein de choses, des œufs, une tomate, ma grand-mère, la lune, n'importe quoi. Et on répond oui ou non. Et le jeu, c'est de comprendre la règle. Et en fait, l'IA, ça fonctionne comme ça. C'est pas un algorithme où on me dit, si c'est noir, tu fais ça, puis si c'est rouge, machin. Non, là, on donne des exemples. Et ça peut être, par exemple, elle dit oui chaque fois que c'est un fruit. Ou elle dit oui chaque fois que ça se termine par une consonne. D'accord. Et donc, le jeu, c'est ça, c'est de comprendre. Et en fait, je trouve que dans l'intelligence artificielle, c'est ça qui est nouveau, c'est qu'au lieu de nous donner une règle, on nous donne tout un tas de données en nous disant celle-là, elle marche pas, celle-là, elle marche, celle-là, elle marche pas. Et ça marche un peu comme quand les enfants apprennent des choses. Pour leur apprendre ce que c'est qu'une vache, on leur dit pas c'est un gros animal avec 4 pieds, 2 cornes. Non, on dit ça, c'est une vache, ça, c'est un cheval, ça, c'est un... Et du coup, quand ils ont vu plein de vaches et plein de non-vaches, ils savent les reconnaître. Et l'intelligence artificielle, je pense que c'est pour ça qu'on appelle l'intelligence, parce que, en fait, du coup, le cerveau, et ça rejoint ce qu'on disait sur la data. Il faut énormément, au marché de Padipado, quand on ne trouve pas, on pose d'autres questions, et on ne peut pas trouver sans avoir posé de questions, sinon c'est triché, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de oui et beaucoup de non, et là, on a une petite chance de trouver. Donc, il faut beaucoup de data, et beaucoup de data bien triée. Voilà. Je vais garder ça pour mes neveux. Vous aviez d'autres conseils pour expliquer l'IA aux enfants et les préparer à la suite? Non, moi, j'ai l'impression que les enfants, ils naissent avec l'IA aujourd'hui, donc je ne sais pas s'ils ont vraiment des questions autour de l'IA. À mon avis, ils le consomment. J'imagine qu'ils peuvent faire des traductions avec leurs copains, jouer. Enfin, je ne suis pas dans les cours d'école, mais je me dis que ça fait partie de leur quotidien déjà. En fait, là, il y a les 2 définitions de l'IA, donc ça, c'est une super bonne réponse pour expliquer à des enfants ce que c'est que le machine learning et les technologies qu'il y a derrière l'IA. Maintenant, pour expliquer l'IA d'un point de vue expérientiel, je pense effectivement qu'il n'y a pas besoin de leur apprendre, et ça paraît hyper naturel. Et souvenez-vous, quand on était enfant, on nous expliquait les ordinateurs avec des diagrammes, le microprocesseur, la mémoire, la base de données, le bus, le truc, etc. Aujourd'hui, comme on explique l'ordinateur aux enfants, on dit c'est un iPad, t'appuies là, et puis tu joues là. Et en fait, ça paraît très naturel pour eux. Comme l'électricité l'est pour nous, et probablement qu'il y a quelques générations, il fallait expliquer ce truc hyper bizarre, on appuie sur un bouton, ça allume la lumière. En fait, c'est assez naturel aujourd'hui. Donc l'IA sera partout, il n'y aura plus besoin d'expliquer à nos enfants. C'est eux qui nous expliquent. Sans doute. D'autres questions pour nos intervenantes et intervenants? Non? Eh bien, je vais me permettre donc de vous libérer tous les 3 et de vous remercier beaucoup pour le temps passé avec nous ce soir et en préparation de cette émission. Merci beaucoup aux équipes techniques qui ont été là aussi, aux équipes de communication.
Merci à Marie du studio d'Ouzbek Erika qui a aidé à organiser de main de maître cette émission et cette soirée. Et donc je vais laisser la place et la parole avant de vous libérer à Jérôme Siméon qui a quelques mots à vous dire. Je crois qu'il va faire son apparition. Il est ici, voilà. Et qui va conclure donc notre petite intervention. Je vous laisse la place, Jérôme. Bonsoir. Je ne vais pas être très long, je vous rassure. Je suis Jérôme Siméon, je suis le patron de Capgemini en France. Je souhaitais déjà vous remercier de nous avoir rejoints. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vécu un moment passionnant. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant et intéressant. Je voulais simplement vous dire quelques mots aussi sur le pourquoi Capgemini finalement, pourquoi on est là ce soir. En fait, on a pris le parti depuis maintenant, on va dire un peu plus de 2 ans, sous ton contrôle Antoine, d'investir pas mal sur l'IA parce que, on l'a entendu ce soir, fort justement, ça parle de 2 choses, ça parle de technologie, ça parle de transformation. Le positionnement de Capgemini, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation, en particulier quand elles sont à base de technologie. Donc c'est quelque chose qui résonne particulièrement bien pour nous, raison pour laquelle on s'investit beaucoup sur ce sujet. Je pense qu'on a devant nous des années, sinon des décennies de progrès à faire. Mais il y a 4 points en fait sur lequel j'aurais aimé en fait attirer votre attention et qui ont été évoqués ce soir. Le premier, c'est que bien sûr il y a les cas d'usage, il y a plein de start-up, de technologies à identifier. C'est d'ailleurs notre métier. Notre métier, c'est pas de les remplacer, c'est de trouver les bonnes et puis de savoir les proposer. Mais derrière ça, il y a un deuxième sujet qui est l'évolution des business models des entreprises. On l'a effleuré ce soir, mais ma conviction, c'est que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Parce que si on regarde ce qu'il y a derrière les exemples qui ont été donnés, on voit que ça touche très très vite en fait le cœur du business model de certaines entreprises, même des entreprises comme Capgemini, à travers les sujets par exemple d'automation, ou ce qu'on commence à voir aujourd'hui sur la génération de code. Notre business model va probablement être disrupté dans les années qui viennent de façon plus significative que ce qu'on pourrait le penser. Donc cette réflexion sur les business models rejoint quelque chose qui a été dit ce soir, qui est de savoir pourquoi on le fait. Je pense que c'est particulièrement important. La troisième dimension qui est importante à nos yeux, c'est la dimension largement évoquée ce soir de l'humain. Mais celle-là est particulièrement importante, je pense, dans le monde de l'entreprise pour au moins 2 raisons. La première, c'est que finalement la manière dont on va être capable d'apporter des réponses aux défis qu'introduit l'intelligence artificielle, ça va être certes par des réflexions, un accompagnement des pouvoirs publics, ici emploi, mais avant tout dans les entreprises. Et donc les DRH, les managers ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Si ça reste quelque chose qui est purement technologique, qui n'est pas pris par les DRH, d'abord on va avoir un problème en tant qu'entreprise, en tant que manager, mais aussi et surtout, on ne va pas jouer notre rôle qui est de préparer cette transition. Et je pense que c'est par là que cette transition se fera bien. Et enfin, dernier point, ça a aussi été dit fort justement ce soir, mais derrière la mise en place de ces solutions, que ce soit dans une logique de use case ou dans des approches plus globales, ce qu'on commence à voir chez certains de nos clients, il y a aussi tout un aspect derrière les peurs, il y a des aspects réglementaires qu'il faut savoir appréhender, GDPR, donc des réponses réglementaires, qui sont aussi des contraintes. Et donc je pense qu'on ne peut pas parler de l'IA sans aborder l'ensemble de ces dimensions, et donc c'est dans cette logique-là qu'on prend le sujet. C'est un très beau thème de réflexion, je pense qu'on en a encore pour des mois et des années, donc je vous souhaite une bonne soirée là-dessus. Merci beaucoup Jérôme. Juste un petit point d'agenda donc pour vous dire que le 25 septembre, on sera présent au France Digital Day avec Ouzbek Erika à nouveau et que nous organisons un nouvel événement au village du Crédit Agricole le 13 novembre. Donc c'est un TED Talk avec une visée là aussi prospective puisque le thème sera 2030, non pas 2001 l'Odyssée de l'espace, mais 2030. À quoi ressemble une entreprise qui a réussi le virage de l'IA ? Merci à tous d'être venus. Merci à nos amis partenaires de nous avoir fait l'honneur de leur présence. Merci à tous les organisateurs. Et je vous propose maintenant de poursuivre nos échanges autour d'un verre.